technique et j'ai changé de PC il n'y a pas longtemps. Et je pense que ça n'a pas. Il y a un petit problème de config, à mon avis, sur les câbles. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Elige Seminara. Je suis technical lead chez Avanade. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Avanade, un petit peu. Donc voilà, en gros, technical lead pour le centre d'innovation de Paris. Donc ça veut dire quoi? Bon, ça veut rien dire très transcendant, mais ça veut dire qu'en gros, dès qu'on se pose la question de comment démarrer un POC ou poser les briques techniques, etc., ben c'est pour le moment moi qu'on consulte. Après, on sera peut-être une petite équipe de 4, différents profils, donc après peut-être que l'équipe grossira, ça sera assez sympa. Je suis aussi MVP Windows Développement. Pour ceux qui connaissent peut-être le programme MVP, là encore, c'est pas non plus un truc de fou furieux, mais en gros, c'est voilà, un titre de reconnaissance pour l'implication auprès des communautés dans certains domaines de contribution. Donc, le Twitter, si certains veulent tweeter. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un petit tour d'horizon de l'IA. Parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, on en parle beaucoup. Je pense que vous aussi, vous avez remarqué. Et du coup, ça m'a fait me questionner sur pourquoi on en parle autant, alors qu'en fait, c'est pas franchement quelque chose de nouveau. Mais ça, on y reviendra. Donc voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler un peu avec les autres, et puis avec vous. Et vous donner mon point de vue. Alors après, pour être très clair, je ne vais pas montrer de code. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ne m'en demandez pas. Non, parce que bon, déjà on en a assez vu, et ensuite on a un petit créneau de quelques minutes. Je pense que l'IA, c'est quand même un domaine à lui tout seul qui pourrait nécessiter des heures et des heures et des heures de présentation. Hein. Donc voilà, on va pas pouvoir tout couvrir en l'espace de quelques minutes. Et vu que je suis très pénible comme fille, je démarre toujours mes présentations avec des définitions et puis des petits rappels. Alors, on ne va pas se faire de l'histoire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important de dire voilà, de quoi on parle. Parce que bon, dans l'intelligence artificielle, il y a le mot intelligence, et là tout de suite j'ai mal au crâne, hein, évidemment, parce que si on essaye de se lancer, on peut se lancer dans les débats métaphysicaux, intellectuels, et toutes les autres considérations philosophiques diverses et variées, etc., qu'il peut y avoir sur le sujet. Mais en gros, quand même, juste pour dire, d'abord, quand on parle d'intelligence, on ne parle pas seulement du QI. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il n'est pas que le quotient intellectuel qui compte. On se rend de plus en plus compte que ce n'est pas suffisant pour évaluer l'intelligence d'une personne de s'attarder exclusivement sur la mesure de son quotient intellectuel. Déjà d'une part parce qu'en fait un test de QI, si vous mangez des exercices, si vous avalez des exercices de logique ou assimilés en grosse quantité, vous aurez de meilleurs résultats. Voilà, donc en fait, bon, c'est un point important à savoir. Et puis en plus, même pour la simple et bonne raison qu'un test de QI, tout dépend de ce qu'il comporte, mais il ne va pas forcément mesurer ces 9 formes d'intelligence qui sont, alors là, attention, parce que rien que les termes. Donc on a logico-mathématique, évidemment, donc tout ce qui est axé sur les maths et la logique, hein, comme son nom l'indique. Tout ce qui va être visualisation spatiale, enfin orienté visio-spatiale. Donc là encore, ça porte bien son nom, hein. S'orienter dans l'espace, être capable de se repérer, etc. Tout ce qui va être verbo-linguistique. Donc là, non seulement avoir la capacité à tenir une conversation, mais aussi à comprendre toutes les subtilités linguistiques qu'il peut y avoir derrière. On a aussi l'intelligence intrapersonnelle, donc là ça va être, c'est un petit peu plus abstrait, c'est plutôt avoir une capacité à avoir une image fidèle de soi-même et de sa propre perception. Donc concrètement ça nécessite de savoir de connaître un petit peu ses forces, ses faiblesses, ses émotions, c'est un peu plus... c'est différent.
Et on a aussi l'intelligence interpersonnelle, donc, qui est une capacité à comprendre les autres, à interagir avec eux, de manière adaptée. On a également l'intelligence corporelle et kinesthésique, voilà, kinesthésique à chaque fois, qui en fait détermine juste la capacité à bien effectuer des mouvements et à le faire de manière coordonnée avec tout ce qui va bien. Donc là, on pense plus au sport, évidemment. On a aussi l'intelligence naturaliste, qui, pour tout ce qui est de la classification des espèces, la hiérarchisation d'objets ou la classification de manière générale. La partie musicale, bon là, ça parle de soi, ça va de soi. Et puis l'intelligence existentielle, ou plutôt la capacité à se poser des questions, à remettre les choses en question, que ce soit à un niveau personnel, global ou même spirituel. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit bon, il y a 9 formes d'intelligence, donc en fait, globalement, comment on pourrait essayer de résumer ça? On pourrait juste déjà dire qu'en réalité, c'est surtout et avant tout une capacité à s'adapter à son environnement de manière pertinente et appropriée. Partant de là, bien entendu, ça contrarie un certain nombre de personnes à différents niveaux, puisque bon, l'être humain a toujours cherché à marquer sa supériorité, différenciée de l'animal, par exemple. Donc évidemment, ce type de considération ne plaît pas à tout le monde. Il n'empêche que ça a quand même été mis en lumière par ce monsieur Howard Gardner en 1983. Et jusque-là, on se rend compte que quand même, c'est pas déconnant ce qu'il du coup, maintenant qu'on a dit ça, c'est super, on va pouvoir enchaîner. Qu'est-ce que ce n'est pas l'IA? Donc, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres là-dessus, vu que c'est très à la mode en ce moment, tout le monde y va de sa petite opinion, en me disant que oui, non mais c'est peut-être un peu juste de la science-fiction, on n'y est pas vraiment, ben, ouais, ok, d'accord. C'est pas non plus de la robotique, parce que vous pouvez avoir des robots qui n'ont pas d'IA, et vous pouvez avoir une IA sans robot. Donc pour les robots qui n'ont pas d'IA, ben, typiquement le mixeur, c'est un robot ménager, mais il n'y a pas d'IA. Et puis typiquement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une IA sans robot, c'est tout à fait possible aussi, puisque vous pouvez mettre en place une intelligence artificielle dans vos logiciels, mais sans que ce soit présenté de manière robotique. Et puis bien sûr, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une nouveauté l'IA, parce qu'en fait, ça existe depuis un petit moment, on le sait, et c'est pas non plus juste un algo. Alors ça, c'est ma petite dédicace personnelle aux personnes du secteur orienté commercial et marketing, parce qu'à chaque fois, quand on me dit c'est juste un algo, ouais, c'est juste un algo. Donc non, c'est pas juste un algo, c'est carrément un sous-domaine de l'informatique à part entière qui existe depuis 1956. Je ne vous refais pas tout le livre d'histoire parce que je pense que vous en avez probablement déjà suffisamment entendu ce genre de choses si vous avez fait des écoles d'ingé. C'est bien une réalité, puisque, une réalité au moins depuis 1950 avec le test d'Alan Turing. J'ai besoin d'expliquer ce que c'est que le test d'Alan Turing ou tout le monde au point là-dessus? Non, ça va. Impeccable, vous êtes des bêtes. Et puis, bon, qu'est-ce que c'est en définition? Parce que un peu Larousse, c'est juste un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt bien résumé. Donc, on dit bien simuler, on ne dit pas forcément copier ni mimer, c'est vraiment une simulation. Et c'est vraiment un ensemble de théories et techniques. Donc, c'est pas juste un algo. Ça, c'est on enchaîne. Et alors, j'en arrivais à ce que je vous disais tout à l'heure dans l'intro. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, pourquoi on nous en reparle maintenant? Non, parce que concrètement, depuis 1950, le test de Turing, ça fait quand même un moment qu'on connaît le principe de l'IA, que ça soit dans le jeu vidéo, que ça soit dans des applications diverses et variées. On a vu pour essayer tout ce qui était IA justement pour les jeux de stratégie, échecs, jeux de go, à ballon, etc. Donc pourquoi on nous resserre ça maintenant et avec autant de matraquage médiatique? Donc j'ai regardé, vous étiez est-ce qu'il y en a parmi vous qui était au Microsoft Experience? Non, vraiment personne? Oui, toi évidemment c'est vrai. Mais... non, il n'y avait vraiment personne? Bon, je m'y attendais un petit peu, je pensais qu'il y aurait au moins une ou deux personnes. Si vous y êtes, je ne sais pas pourquoi vous n'y êtes pas allé. Si vous.
Oui, alors, enfin, oui, moi aussi je bosse, mais tu peux avoir le droit de considérer ça comme un moyen de faire de la veille technologique. Ça peut être un bon moyen de faire de la veille technologique, et autrement qu'en se paluchant les articles de blog toute la journée, en lisant les actus derrière son PC, ça fait rencontrer du monde, c'est sympa. On a le droit de sortir de sa cave aussi. Voilà. Mais moi aussi je bosse. Hein, voilà. Et du coup, ouais, concrètement, j'ai essayé de reprendre deux, trois infos clés qui étaient visibles ou qui ont été dites dans la plénière. Alors, cette citation-là, parce qu'elle m'a fait beaucoup rire, quand effectivement vous avez le vice-président de la partie IA de Microsoft qui dit, bah voilà, tout le monde s'y intéresse parce qu'en fait, bah, ça a complètement du sens de s'y intéresser vu que c'est le strict opposé l'opposé absolu de l'IA, c'est la stupidité naturelle. Moi, je dois apprécier. Et aussi parce qu'en fait, si on dissèque un peu plus les choses, et on se rend compte que par rapport à tout ce qu'il y a eu comme évolution, c'est, allez, je sais pas, 5 ou 10 dernières années, ou allez, 5 dernières années, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur relativement logique. D'abord, on a vu le cloud partout, le cloud, il faut faire du cloud, le cloud c'est génial, le cloud, le cloud, le cloud. Donc au départ, on avait IA, SPAS, SAS, etc. Et puis finalement, maintenant, on a carrément une MLAS. On a aussi, tiens, tout à l'heure, tu parlais des architectures serverless, j'ai entendu FAS, Function as a Service. Et on a, au fur et à mesure de l'expansion de la puissance du cloud, etc., de la capacité du cloud à faire de plus en plus de choses avec une bonne grosse puissance de calcul qui va bien, ben, on a pu suffisamment développer les algos de deep learning, de machine learning, etc., pour finalement proposer du machine learning as a service. Tout ça, bien sûr, la nécessité de la data. Donc, en gros, si je reprends, je récapitule. Donc, on a eu, vous avez entendu, vous vous rappelez ça aussi, ils ont pris la tête, on nous a bien pris la tête il y a quelques années avec toute la partie big data. D'ailleurs, ça continue, c'est pas fini. Big data, open data, etc. Donc, data en priorité, ou en plus ou moins en même temps. Cloud en deuxième, on améliore les puissances de calcul, enfin la puissance du cloud. Et ensuite, du coup, de fait, avec toutes ces données, avec toute cette puissance, on peut améliorer les algos. On a réellement de quoi faire tourner des algos d'apprentissage profond. Et là, c'est super. Voilà. Donc concrètement, pourquoi ça revient sur le devant de la scène, du moins de mon point de vue, de ce que j'ai compris. Vous me direz si vous me donnerez votre perception tout à l'heure, vous me demandez si vous voulez. On en est arrivé là comme ça. Parce que c'est pareil, chatbot. Vous avez entendu parler des chatbots aussi. En ce moment, on veut en mettre à toutes les sauces sur le tapis, c'est la catastrophe. Y compris dans des use cases qui ne sont pas forcément très adaptés. Donc après, ça c'est pareil, on peut en débattre plus tard. Mais effectivement, à vouloir intégrer toutes les nouveautés, il faudrait surtout d'abord penser à intégrer des nouveautés qui font sens dans les cas, qui font sens pour les usages, allez-y, qui font sens. Bon, c'était une petite digression perso. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'on sait ce que c'est, qu'on sait pourquoi on nous en parle et qu'on nous met ça à toutes les sauces sur le tapis, on se dit, bah voilà, qu'est-ce qui se fait on en est où en ce moment, qui se lance sur le truc? Parce que, alors, absolument tout le monde se lance sur le sujet, enfin tout le monde, ou presque. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a quand même des cas d'utilisation qui deviennent de plus en plus intéressants et potentiellement de plus en plus ouverts. Typiquement, ça encore, c'est pareil, c'est ce que j'ai pu constater sur les Microsoft Experience et qui a été évoqué pendant les Microsoft Experience. Il y a un réel investissement au niveau de notre pays, au niveau de la France, en ce moment, sur toute la partie IA, parce que déjà, il y a plutôt de bons chercheurs, plutôt bons dans ce domaine-là, tant et si bien qu'il y a déjà un certain nombre de startups qui ont été propulsées à droite à gauche. Typiquement, là, ce qui était très sympa, c'est que Microsoft a carrément ouvert un programme qu'ils ont appelé Microsoft AI Factory, où en gros on a, je regarde, sur les Microsoft Experience, il y avait plus de 30 projets qui étaient présentés, donc un peu plus, pas forcément toutes des startups, mais au moins une trentaine de gros projets. Alors ça allait sur pas mal de choses, hein. Recast, vous voyez, Recast,
Eux, ce qu'ils font, c'est toute la technologie de compréhension du langage, donc pour permettre d'améliorer les chatbots, de réellement pousser les choses pour avoir une analyse plus fine de la sémantique, une meilleure compréhension de la demande, etc., répondre de manière adaptée. Ensuite, ABTSTI, eux, ils proposaient des solutions de personnalisation de l'expérience utilisateur. Donc en gros, vous définissez un profil d'utilisateur ou un profil d'expérience utilisateur adapté, et vous avez la possibilité après de personnaliser votre expérience utilisateur en fonction de ce que vous avez défini. DC Chain, eux, c'était plutôt une solution dédiée aux problématiques d'exploitation des réseaux fluides, donc tout ce qui va être énergie, transport, ou ce genre de choses. Scortex, j'avais vu, alors eux, c'était une solution de Smart Machine Vision, pas facile à dire. En gros, l'objectif, j'ai une anti-sèche, hein, je ne le cache pas. L'objectif, c'est une solution logicielle destinée aux entreprises industrielles qui combine la vision par ordinateur et l'apprentissage profond. Donc là, leur démo était plutôt sympa, mais bon, je ne me suis pas trop attardée dessus. Et puis après, Craft AI pour la partie. Alors tout à l'heure, tu parlais de faire des choses avec des API, c'est plutôt sympa parce que ce qu'ils proposent, c'est des API d'IA carrément pour créer des services qui apprennent continuellement. Donc ça a carrément du sens par rapport aux différents projets qu'il peut y avoir en termes d'innovation intéressants à faire. Alors, Hugging Face, Sticon, j'ai trouvé assez. Eux, ils ont développé un ami virtuel. Ouais, ça fait carrément. On peut en débattre hein, justement après sur un ami virtuel. Alors, mais là, c'est à destination des enfants à la base, hein, pas des adultes, pour que votre enfant ait toujours un ami à qui parler et avec qui converser, quel que soit, n'importe quand, et son ami sera toujours là et va pouvoir réellement développer une relation amicale avec son robot, avec son IA. Je pense qu'il y a clairement d'autres personnes qui, d'ici là, feront des dérives et ça pourra donner d'autres trucs. Ouais, je ne m'attarderai pas là-dessus pour le moment. On en discutera tout à l'heure. Ah oui, et puis j'ai oublié Casdo Analytics. Alors eux, c'est plutôt des outils de quantification mathématique pour le risque juridique et judiciaire. Donc là, je pense qu'on est sur de la prédiction ou du diag ou des choses comme ça. Assez balèze. Pourquoi je vous parle que de ces sets-là et pas de l'intégralité du panel, déjà qu'on n'a pas le temps. Et ensuite parce que c'est celles qui ont été le plus mises en avant. Les Castaï, ils sont en plus, globalement, l'ensemble de ces interlocuteurs, c'est vrai que j'ai bien apprécié les Castaï, ils sont super sympas, super abordables. Si demain vous avez envie de vous lancer un petit peu dans le dev ou l'utilisation de leurs services, ils sont hyper disponibles. En mode startup évidemment, et ils sont vraiment très sympas, donc ça peut avoir du sens. Enfin voilà, n'hésitez pas, c'est globalement des gens qui sont super abordables et super sympas. Ah oui, et j'ai oublié de le dire aussi. J'ai oublié de dire pourquoi je vous parlais de ça aussi, donc parce que c'était visible. Donc pendant les Microsoft Experience, il y avait carrément une sorte de mini village autour de l'IA. Il y avait une zone AI at Work et AI at Home. L'objectif, c'était de montrer un petit peu les cas d'utilisation qu'on peut avoir de l'IA au travail et à la maison. Donc, on se rend compte que ça peut aller relativement loin. Et concrètement aussi, parce que comme tout à l'heure, je vous parlais de start-up et je vous parlais de ce programme, ils ont carrément propulsé le programme à Station F, donc le gros incubateur de start-up de Grenoble sur Paris. Et c'est plutôt sympa, si un jour vous travaillez ou pas et que vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, ça mérite d'être vu. Du coup, on ne peut quand même pas parler d'IA. Je pense que là-dessus, vous serez d'accord sur le fait qu'on ne peut pas trop parler d'IA sans parler de certaines perspectives économiques, éthiques ou anthropologiques et des craintes qui peuvent être associées. Déjà parce que, je me disais que ça avait du sens d'en parler, parce que déjà, ce qu'on entend le plus, ou ce que moi j'ai le plus entendu ou le plus lu, c'était, comme toute réaction face à un nouveau progrès technique, oh là là, mais c'est inadmissible, ça va mettre des gens au chômage. Bon, ok.
Oui, ça va mettre des gens au chômage, hein, très probablement, mais en fait, ce qu'il faut surtout voir, c'est que, bon, déjà, on a déjà connu ça, hein, je veux dire, l'espèce humaine a déjà connu ça avec la révolution industrielle, la machine à vapeur, etc. etc. A priori, on a réussi à s'en remettre. Donc voilà. Non, mais indépendamment de ça, surtout, c'est que de toute façon, même si on a l'IA, il y aura toujours besoin d'un être humain derrière pour parce que parfois la machine déconne. Alors, Et j'aurais peut-être une question marque tout de suite ouais, sur ça. bien sûr. Cette analogie, on l'a fait souvent, Ouais. effectivement, la révolution industrielle, etc. Ouais. Par exemple, le chemin de fer qui était arrivé, Oui. les gens qui avaient des exigences, ils s'inquiétaient, etc. Oui. Pour moi, il y a une différence énorme Oui. par rapport à tout ça. C'est que l'IA, tu la dupliques à 1 million d'exemplaires en une journée et tu as 1 million d'IA qui sont dispo. Ouais. Voilà. Le chemin de fer, il fallait le construire, ça laisse le temps. C'est l'instantanéité qui est. C'est-à-dire qu'il y a une fois que tu l'as mise au point et qu'elle fait un service, tu remplaces tous les gens instantanément qui faisaient ce service. Je comprends. L'instantanéité, effectivement, Ça aura une grosse importance. est extrêmement différenciatrice. Mais c'est justement aussi pour ça que. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Par contre, moi, je vois d'autres trucs. Alors, bon, c'est pas moi, je vois, hein, c'est que je me suis fait la réflexion sur d'autres sujets qui consistent à dire que, bon, déjà quand même, on va forcément avoir, ça va quand même créer des nouveaux jobs. Parce que il va y avoir besoin de spécialisation, parce que on va en arriver même à un moment donné, et c'est déjà en cours de réflexion par certaines entreprises, à se dire, en fait, il ne s'agit plus de créer un produit, quand je parle de créer un objet ou quoi que ce soit, on va carrément, il y a des entreprises qui réfléchissent déjà à comment créer une IA qui représente leur culture d'entreprise et leur image de marque. Au même titre que vous avez votre charte graphique qui s'applique à vos mails, vos PowerPoint ou vos cartes de visite, etc. Là, il y en a qui sont en train de se demander, oui, mais en fait, si on développait notre IA pour la boîte, donc ok, il faudrait qu'elle soit à notre image, enfin, à l'image de notre boîte et qu'elle véhicule des valeurs qui sont même un package global qui représente notre entreprise. Et là, on tombe dans un niveau, on n'est plus sur de l'ergonomie, parce que vous créez quelque chose, vous devez créer quelque chose, mais on n'est plus sur de l'ergonomie ou de l'expérience utilisateur ou du graphisme ou simplement du branding. On est sur la création d'une personnalité qui va correspondre et véhiculer et représenter avec justesse ce que vous voulez qu'il soit visible. Donc là, en gros, on est carrément dans du profiling, en fait. J'en discutais la dernière fois avec le directeur de notre Innovation Center sur Paris. C'est déjà en cours de réflexion. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Avec un peu de chance, tous les étudiants en psycho qui n'avaient pas forcément la possibilité de s'épanouir comme ils voulaient dans leur profession, ou qui n'avaient pas forcément trouvé de poste adapté, ou qui ont envie potentiellement de quelque chose de nouveau, là, il y a un gros créneau. Au même titre que certaines applications, au même titre qu'on a fini par se rendre compte qu'on avait besoin d'ergonomes parce qu'une application, elle ne doit pas simplement fonctionner et faire ce qu'on lui demande, elle doit aussi être ergonomique, fournir une expérience utilisateur qui corresponde et qui matche à ce que l'on veut faire. Là, on va se rendre compte qu'on va avoir besoin de potentiellement psychologues ou simplement mon directeur avait utilisé le terme psy-designer. On aurait des psy-designers, ça peut être intéressant. Alors, ok, il n'y aura pas forcément, c'est un exemple de job qui pourrait finir, c'est un exemple de boulot qui pourrait finir par émerger par rapport à ça, mais c'est pas, soyons clairs, ça va peut-être pas effectivement sauver, rattraper les dégâts liés à l'instantanéité que vous avez évoqué. Ceci dit, il y a une piste là-dessus. On aura forcément besoin quand même de maintenir potentiellement ce qui clochera avec ces IA. Mais c'est surtout tout à l'heure, je pensais à autre chose et je l'ai oublié, j'aurais dû le dire tout de suite. Bref, j'y reviendrai. D'un point de vue. Est-ce que ton IA va ressortir vraiment les valeurs d'entreprise ou est-ce qu'un modèle va faire mentir?
Alors, ben voilà, mais justement, voilà, merci. Eh ben, c'est nickel parce que tu viens pile poil de me remettre dans ce que je voulais. C'est nickel. C'est ça. Mais justement, c'est ça qui va être génial. C'est ça qui est génial, c'est que tu viens pile poil de me remettre dans ce que je voulais dire, qui consiste à dire qu'avant qu'on ait. Parce que, alors, l'IA est très souvent liée à la robotique aussi. Moi, j'ai beaucoup plus entendu ces considérations-là sur la partie développement robotique, parce que bon, l'IA, pour pas mal de personnes, ça reste relativement abstrait. Le robot, tout de suite, c'est matériel. On va en voir partout. Il va me livrer mes courses, etc. Enfin, bien entendu, donc, dans la vision de ces gens, c'est le robot en plus humanoïde, hein, à la iRobot, etc., etc. Et là, tout de suite, tu sens la panique, la panique chez ton interlocuteur. Sauf qu'avant, de toute façon, qu'on puisse en arriver, que ça soit un robot physique humanoïde ou juste une IA, je pense qu'avant qu'on puisse avoir la finesse de personnalité, ou comment dire, la finesse d'implémentation, on va dire, d'un être humain, à mon avis, on a quand même encore un petit peu de temps. On a quand même un petit peu le temps de voir où ça nous mène. Parce que concrètement, quand vous discutez avec une personne, vous avez déjà différentes choses. Vous avez ce que vous pensez, vous avez ce que vous lui dites, vous avez la façon dont vous lui dites, vous avez ce que ça veut dire, ce que vous sous-entendez. L'exemple le plus concret, c'est la séduction. Quand vous essayez de séduire une personne, vous dites des choses, mais vous avez, bon, bien entendu, une communication non verbale qui est derrière tout ça, parce que vous adoptez une posture précise par rapport à cette personne, ou même quand vous passez un entretien. L'entretien d'embauche, j'aime pas, parce que justement, l'entretien d'embauche, ça peut... c'est encore autre chose. Mais en gros, on a ce qu'on veut dire, ce qu'on sous-entend. Typiquement, vous pouvez dire une phrase toute bête, mais la dire avec une communication non verbale relativement appuyée. Et là, on a affaire à un bon gros sous-entendu, bien explicite, qui indique un message bien précis à votre interlocuteur, mais sans... Ben, là, pour le moment, si on arrive à mettre ça en place dans l'IA, je crois qu'on a encore un petit peu de marge. Avant que l'IA soit capable de le faire, je crois qu'on est encore un petit peu tranquille. Je pense que tu te trompes complètement. Ah ouais? Je pense que ça va beaucoup plus vite que tu n'en penses. Oui, il y a eu 2 événements quand même majeurs. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais bon. Non, mais si. Ça me... Tout récemment, donc, tu as eu AlphaGo. Il y a eu la 2e version d'AlphaGo. Je l'ai là. Voilà, Mais il a appris tout seul. Qui a appris tout seul. Ouais, mais... Qui a AutoML, pareil, qui a appris tout seul. Qui a fait un réseau neuronal avec 2 fois plus de neurones. Que les meilleurs spécialistes en IA au monde, ils ne comprennent même pas le réseau que l'IA a pondu et qui est plus efficace qu'eux. Mais je l'ai là, AlphaGo, j'ai regardé. L'IA a déjà dépassé les meilleurs et les spécialistes. Ouais, mais sur un domaine seulement. Mais ça sera... C'est-à-dire AlphaGo, il est gentil, mais AlphaGo, il est gentil, mais il est devenu bon en Go, quoi. Super. La reconnaissance dans ton entretien d'embauche de tous tes gestes, quand tu es en train de mentir, quand est-ce que c'est pour dans moins de 2 ans. Okay. C'est évident. Ils seront analysés ton visage, ta posture et tout ça, et là il y aura un indicateur sur le mec qui dira elle est en train de mentir. C'est la reconnaissance, mais pour jouer. Non, je ne peut-être pas. C'est ça, mais moi, je l'ai AlphaGo. Alors, on a vu quoi? C'était. Attends, parce que les chiffres, je ne me demande pas. C'est en 3 jours, il a fait 4,9 millions de parties et ça lui a donné le niveau d'un champion humain en 3 jours. C'est plutôt pas mal, ouais. Non, mais ça c'est sûr. Mais après, pour toutes les subtilités dont on est capable dont un être humain est capable de faire preuve, je veux bien voir en combien de temps ça va sortir. Moi, je pense que justement, après là c'est matière à débat, mais je pense que justement, il y a pas mal de monde qui sous-estime encore beaucoup trop l'effet de... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on sous-estime pas mal le potentiel de l'humain. Mais justement, je fais de la veille sur le sujet parce que je veux bien voir combien de temps ça va prendre avant qu'on en arrive à faire ce qu'on dit. Après, c'est des sujets de société, je pense que... Oui, il y a l'opinion de chacun qui... Je pense qu'on pourra en parler pendant 3 heures et pas avoir creusé le sujet, donc peut-être si tu veux... Mais voilà, mais de toute façon, là j'ai terminé, hein, c'est mon dernier slide en fait, c'est celle qui ouvre sur sachant qu'après, on va boire un petit verre, voilà, et on pourra encore creuser, voilà, si tu veux... Mais voilà, du coup, concrètement, bon, après, les craintes au niveau éthique, au niveau anthropologique, donc là, c'est pareil, au sens plus large.
donc la machine qui domine l'homme, évidemment, mais également, en gros, ça pose la question du statut de l'IA, parce que si on en arrive à un stade où l'IA est égal à l'humain, voire meilleur, quel est son statut? Là, c'est la fameuse question qui est évoquée dans Blade Runner, hein, vous l'avez vu, Blade Runner, je pense, vous avez vu les problématiques liées à ça. Concrètement, voilà, on va avoir aussi besoin, le truc, un autre job qui va être créé, ça va être justement celui potentiellement de personnes qui vont devoir veiller à l'éthique de ce qui est fait. Essayer de veiller à ce que certaines éthiques ne soient pas dépassées, peut-être justement pour protéger l'humain. Ça, c'est pas des jobs, c'est des politiques qui vont faire ça. Ça existe déjà. Ça, c'est votre rêve. Mais justement, moi, je veux voir comment ça va se passer. On va pas avoir tout d'un coup des légions de jobs qui vont se créer pour des entreprises. Typiquement, dans une entreprise, il va y avoir besoin d'avoir des éthiciens. En tant que développeur, il est menacé par l'IA. Ils sont en train de travailler sur. Moi, je me sens vraiment pas menacé par l'IA. Oui. Oh, bah là, ça va être typiquement l'histoire de l'ami. Enfin, c'est éthique, mais c'est. Est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est sociologique? De dire, bah voilà, est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce qu'on va pas avoir des débordements liés à la considération de l'IA dans la société, en fait? Après, vous voulez des exemples de problématiques bien plus Et dans médecine, c'est l'IA qui choisit si tu meurs ou tu restes vivant. Voilà, il y avait la question aussi de soumettre des jugements judiciaires à l'IA. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Les robots militaires qui choisissent s'il faut tuer ou pas telle ou telle personne. Un accident, il est inévitable. Ouais. Est-ce qu'elle protège son conducteur? Tout à fait. Ou est-ce qu'elle protège le piéton qui est là juste devant? Est-ce que on le voit dans iRobot, aussi, je crois que c'est au début du film, il y a le héros qui tombe, qui a un accident de voiture, je crois qu'il tombe à la flotte, avec sa voiture, le robot vient le sauver lui, plutôt que de sauver la petite fille qui est avec lui, parce que en fait statistiquement, lui, en le sauvant lui, il sauve potentiellement plus de personnes, parce que vu que lui il est policier, il va sauver plus de personnes, alors que en fait, bah non, lui, il aurait préféré qu'on sauve la petite fille. Enfin, voilà. Vous avez ce genre de considérations qui peuvent se greffer. Et j'ai lu aussi, j'avais lu un article, mais j'avais pas encore terminé de le lire, sur aussi en éthique, voilà, est-ce qu'on laisserait le verdict judiciaire à des IA ou pas, avec les risques que ça peut avoir. Donc voilà, des exemples de considération. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de jugements où les juges n'osent pas sortir de la prédiction, alors pas par des IA, par des algos plutôt, mais aujourd'hui, ils ne prennent pas de risque. Quand ils disent qu'il y a 60% de récidive, il faut que le type en pause, c'est un problème. Du coup, pour clôturer, parce que je crois qu'on est pris par le temps, si vous voulez aller jeter un œil à ce dont je vous parlais en termes de projet, le site sur lequel vous retrouverez les projets qui étaient à l'Académie de Microsoft Experience, les sites des Microsoft Experience pour les petites sessions, si jamais ça vous dit d'aller regarder ce qu'ils ont évoqué. Alors, bien entendu, essayez de zapper des parties où ils parlent que... Enfin, ça dépend ce qui vous intéresse, mais bon, il y a des parties où ça parle assez très axé marketing, etc. Donc ça peut être un peu agaçant. Et ce bouquin-là, qui est plutôt pas mal, qui est l'un des bouquins sur l'IA pour les devs, avec des exemples assez détaillés et des implémentations assez détaillées sur les différentes choses qui existent en IA. Voilà. Merci. On va aller prendre on se retrouve autour d'un petit verre juste à l'étage.